Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, du matelas gonflable à l'une des plus grosses boîtes du monde qui révolutionnera en quelques années le marché du logement et de l'hôtellerie. Vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de l'incroyable histoire d'Airbnb. Tout commence avec nos deux amis, Brian Chesky et Joe Gebla. On est à San Francisco en 2007 et nos deux compères remarquent qu'à certaines dates, les chambres d'hôtel sont complètes à cause d'une grosse conférence locale sur le design. Alors direct, ça fait tilt dans leur tête. Et si on achetait deux matelas gonflables et qu'on proposait aux gens de dormir chez nous? On peut même leur faire un petit déj le matin et on facturera ça 80$. Ils appelleront ça Airbed and Breakfast. Vous l'avez compris, Airbed pour matelas gonflable et Breakfast pour petit déjeuner. Donc ouais, on peut se dire que payer 80 balles pour une nuit sur un matelas gonflable chez des gens, ça fait un peu cher. Et bah nos deux potes, ils en ont rien à foutre et ils ont bien raison parce que rapidement, les trois premiers clients arrivent. Donc on a un Indien de 30 ans, une femme de 35 ans qui nous vient de Boston et un père de famille de 4 enfants de 45 ans qui nous vient directement de l'Utah. Sauf que pause, si vous avez bien suivi, nos amis Brian et Joe, ils ont acheté que deux matelas. Et bah pas de souci, le Big Daron il va dormir à même le sol parce que vrai homme n'a pas besoin de matelas. Et bien sûr, il paiera ses 80 balles parce qu'il faut pas déconner non plus. Le 11 août 2008, Brian et Joe intègrent Nathan Blake. On va rester sur Nathan. Donc ils intègrent Nathan à leur équipe en tant que troisième cofondateur. Donc Nathan, c'est un gars qui est calé parce qu'il sort d'Harvard, il est architecte. Donc tout ça, ça peut potentiellement servir. Et donc hop, nouveau logo, Airbed and Breakfast, Forget Hotels, oubliez les hôtels en français. Ils vont donc lancer leur premier site sur lequel les gens vont pouvoir proposer de dormir chez eux contre une rémunération. Alors au lancement, c'est un méga carton, le grand public adore. J'ai menti, les gens détestent l'idée. Vous pouvez voir sur le commentaire qui a été laissé juste ici. Vous voyez ici typiquement ce que louer une chambre entre particuliers signifie. Est-ce que les gens vont être volés, violés ou tués en utilisant ces services? Bien sûr que non. En effet, pour l'instant, ces services ne sont utilisés que par un nombre très restreint de gens qui ne sont pas susceptibles de commettre ces atrocités. Mais si ce principe de louer des chambres chez les gens devient mondial et dominant, il va s'écrouler complètement. Le type de gens qui effectivement volent, tuent et vont commencer à utiliser ce système et cela va mettre un voile justifié de corruption et peur sur tout ce système. Prions pour que Airbnb reste une entreprise confidentielle, c'est sa seule chance de survie. On est donc en novembre 2008 et du coup ça fonctionne pas des masses. Ils ont un max de dettes et pour maintenir l'entreprise à flot, ils vont faire un petit prêt à la banque, pas du tout. Ils vont relancer un autre business et qui plus est qui n'a rien à voir avec le premier puisqu'ils vont se mettre à la vente de boîtes de céréales, les Obama O's et les Cap'n McCain's. Et bah vous savez quoi, ça va super bien fonctionner. À tel point qu'ils vont vendre 800 boîtes à 40$ l'unité et ils vont récolter près de 30 000$. En 2009, ils sont repérés par Paul Graham, un des fondateurs de Y Combinator, un incubateur de start-up, et on a les échanges de mails entre ce fameux Paul Graham et l'autre fondateur de la boîte, Fred Wilson. Donc je vous ai fait une petite sélection parmi ces mails pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc on a ce premier mail où Polo présente Airbed and Breakfast à Fred. Il explique que c'est à New York qu'ils ont leur plus grosse part de marché et il recommande à Fred de les rencontrer. Il lui dit aussi de leur demander à propos de la manière dont ils ont réussi à financer leur entreprise avec leur fameuse boîte de céréales. Fred répond qu'ils sont en train d'en débattre en interne et qu'ils donneront leur réponse le lendemain. Du coup, Polo, lui, il lui conseille de les rencontrer avant de prendre cette décision, parce qu'à l'époque, il avait aussi des doutes, et c'est quand il les a rencontrés que tous ses doutes ont disparu. Du coup, Fred lui répond que ça peut être une bonne idée, parce qu'il doute encore pas mal. Il dit aussi qu'en interne, les deux jeunes trouvent le concept super cool, mais que les trois plus vieux, ils comprennent même pas le concept. Comme quoi, il y a des choses qui changent pas, hein. C'est comme YouTube et Twitch. Alors, est-ce que vous avez essayé de vous filmer en faisant d'autres trucs, par exemple lire, dormir, baiser? Et donc au final, notre Fredo National, il trouve que c'est une super idée et que ça va faciliter le commerce entre particuliers et particuliers. Et par contre, il pense que ça pourra pas un jour concurrencer les hôtels. Il pouvait pas plus se tromper. Donc nickel, c'est bon. Brian, Nathan et Joe, ils obtiennent leur premier financement de 20 000$. À cette époque, avec Airbed and Breakfast, ils gagnent environ 200$ par semaine. Et donc ils décident d'utiliser leur premier financement pour se rendre à New York, puisque c'est là-bas, je rappelle, qu'ils ont leur plus grosse part de marché. En fait, ils veulent aller à la rencontre des utilisateurs pour avoir leur retour sur leur site internet. Et là, ils se rendent compte que le problème, c'est les photos qui sont sur les annonces, qui sont complètement nulles. C'est mal pris en photo, avec une qualité médiocre, bref, ça donne pas du tout envie aux gens de venir passer une nuit. Donc nos trois amis, ils vont investir dans un super appareil photo bien cher, bien professionnel, et ils vont faire du porte-à-porte chez les utilisateurs du site, pour venir faire de belles photos
qu'ils vont pouvoir mettre sur leurs annonces. Ça donne tout de suite plus envie et depuis ce jour, la marque incite ses utilisateurs à recourir à des photographes partenaires et ils mettent même en place un panel de conseils pour optimiser les annonces aussi bien sur le fond que sur la forme. C'est donc en 2009 que Airbed and Breakfast devient Airbnb. Cette fois-ci, l'idée c'est plus juste de proposer une chambre chez soi, mais carrément un logement en entier. Et donc, comme d'habitude, nouveau logo. Ouais, vous verrez, ils aiment bien changer de logo. Tout se passe bien, on arrive en 2010, la boîte grandit, il y a maintenant 15 personnes qui travaillent dans le loft de Brian et Joe. Brian il a carrément décidé d'abandonner sa chambre pour en faire un bureau pour les employés et il habite uniquement de Airbnb en Airbnb. Le frérot s'est fait chasser de chez lui et en plus il doit payer des Airbnb normal. Au moins il peut tester le service. Mais bon, ça va pas durer longtemps, ils vont déménager quelques temps après dans leur premier local. On est en novembre 2010 et ils vont lever 7,2 millions de dollars grâce au fonds de Greylock Partners et Sequoia Capital, des sociétés de capital risque, donc en gros des sociétés qui vont investir dans des startups ou des petites entreprises à fort potentiel. Du coup, comme d'hab, nouveau logo. À ce moment-là, Airbnb, c'est 700 000 nuits qui ont été réservées sur le site, dont 80% qui ont été réservées sur les 6 derniers mois. C'est vraiment le début de la croissance exponentielle de Airbnb. Les avantages sont nombreux, il n'y a plus de place dans les hôtels, c'est moitié moins cher qu'une chambre, c'est plus convivial, bref, le service il est très plébiscité par le grand public. Le 25 mai 2011, Ashton Kutcher, un acteur américain connu entre autres pour Mon oncle Charlie, Sex Friend ou plus récemment Toi chez moi et vice versa, décide d'investir massivement dans Airbnb via son fonds d'investissement A-Grade Investment. Et en juillet 2011, l'entreprise lève 119,8 millions de dollars. Alors maintenant, Airbnb veut s'exporter à l'international, donc ils vont tout simplement racheter les boîtes concurrentes en Europe, c'est plus simple. Et donc en 2011, ils s'installent en Allemagne et en Angleterre. Et en 2012, c'est en France, en Italie, en Russie, au Brésil et au Danemark. Et donc petit à petit, ils seront présents sur la totalité du globe. Et donc c'est reparti, nouveau logo, et cette fois-ci, c'est celui que vous connaissez tous. Alors évidemment, avec le succès, il y a les problèmes qui arrivent. Les hôtels se sont sentis menacés, Airbnb a été accusé de concurrence déloyale, et donc il y a de nombreuses restrictions qui vont être mises en place. Par exemple, en France et en Espagne, il y aura des taxes de séjour particulières pour les Airbnb. Il y aura des interdictions de sous-louer son logement en Airbnb en Allemagne, et même à San Francisco, la ville natale de l'entreprise, où il y aura également une interdiction de sous-louer en Airbnb. Malgré tout ça, en mars 2015, l'entreprise est valorisée à 20 milliards de dollars. Ce qui explique une si grosse croissance, c'est premièrement le concept qui séduit, mais pas que. C'est un site internet hyper intuitif avec des avis sur les logements pour pouvoir rassurer les locataires. C'est aussi des recommandations pour des activités à réaliser sur place directement. C'est surtout un super algorithme qui permet de proposer aux utilisateurs ce qui peut leur correspondre le mieux. C'est aussi du marketing qui est l'une de leurs plus grosses forces. On l'a vu avec la fameuse opération appareil photo comme j'aime l'appeler, pour aider à mieux vendre des logements à ses débuts. Il y a également une présence qui est très forte sur les réseaux sociaux et un storytelling dans chaque voyage, dans chaque pub. Je sais pas si vous avez fait attention, mais je vous invite à regarder les pubs d'Airbnb, c'est toujours hyper bien réalisé. Il y a aussi la création d'une forte communauté, puisqu'ils ont créé des partenariats avec des villes ou des gouvernements pour pouvoir rebondir par rapport aux fameuses lois qui avaient été mises en place. Ce qui leur a d'un côté amené plus de clients, et puis d'un autre côté, pour ces entités, ça a amené des garanties quant au fait qu'Airbnb respecterait la loi. Airbnb met aussi en place des vidéos pour aider les utilisateurs dans la création de leurs annonces et encourage ses utilisateurs à rester polis. Ils participent également à des actions humanitaires, donc c'est pas tout pour la thune, puisqu'en juin 2017, ils construisent une plateforme d'accueil de réfugiés climatiques et politiques qui s'appelle Open Houses. Airbnb a aussi des partenariats avec des lieux insolites, par exemple une nuit à l'Aquarium de Paris, une nuit au Louvre, une nuit dans un avion réaménagé, ou encore à Halloween pour une opération commerciale où ils avaient carrément proposé de dormir dans les catacombes de Paris. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un truc qui fonctionne bien et qui met en relation des gens pour louer des logements ? Et bien on va carrément construire des logements dédiés à Airbnb. Et donc construction du Yoshino Cedar House au Japon à Yoshino. En juin 2019, on se dit que bon, c'est cool, ça fonctionne, mais les riches ils ont un peu la flemme de prendre des Airbnb. Donc ils mettent en place Airbnb Luxe, l'offre destinée aux plus aisés, donc avec des propriétés qui sont plus luxueuses, des critères qui sont spécifiques. Ils commencent aussi à proposer des services et des concepteurs de voyage en plus du logement, comme des coachs sportifs privés, organisation de circuits privés, cartes d'enfants, cours de tennis, etc. À ce sujet, Brian il dira que les voyageurs de luxe d'aujourd'hui recherchent plus que des logements haut de gamme. Ils souhaitent vivre une vraie transformation et des expériences qui leur permettent de se sentir plus connectés les uns aux autres et à leur destination. Avec Airbnb Luxe, nous appliquerons la même approche que celle que nous avons utilisée depuis le lancement d'Airbnb il y a plus de 11 ans, en créant des voyages locaux, authentiques et magiques dans des logements incroyables, pour réinventer la façon dont les gens pensent et vivent le voyage de luxe. En 2019, c'est aussi le lancement du tourisme animalier,
Donc il propose des activités avec des animaux, comme par exemple une balade en forêt avec des chiens, partir à la rencontre des renards, etc. Notre ami Brian, il dira: avec le rôle prépondérant de la technologie dans nos vies, il est facile de se sentir déconnecté de la nature et des animaux. Et comme d'habitude, quand tout se passe bien, problème. 2020, Covid, confinement, donc chute des réservations. Ils enregistrent une chute des revenus de moitié par rapport à 2019, et notre ami Brian dira à ses employés: nous vivons collectivement la crise la plus atroce de notre existence. L'entreprise réussit à lever 2 milliards de dollars, mais ça suffira pas. Ils seront obligés de licencier quasiment un quart de leurs employés, ça représente à peu près 1900 personnes. Et donc à ce moment-là, la valorisation de l'entreprise, elle chute à 18 milliards de dollars, c'est moins qu'en 2015. Rassurez-vous, ça va pas durer longtemps. Même si Airbnb, qui voulait rentrer en bourse, repousse son envie de déposer une candidature, ils déposeront finalement un dossier de candidature le 9 août 2020, avec la reprise petit à petit du tourisme de proximité et des séjours courts. Selon Bloomberg LP, groupe financier américain, Airbnb est alors valorisé après son entrée en bourse à près de 100 milliards de dollars. Alors c'est une belle histoire, même si évidemment il y a eu quelques controverses. Pour en citer quelques-unes, ils ont été accusés d'avoir récupéré des mails de personnes inscrites sur Craigslist, un site de petites annonces, pour faire des campagnes de spam en 2011. Il y a aussi eu un incident de sécurité avec des locataires qui ont volé et vandalisé un appartement. Airbnb a dit globalement: on s'en fout, c'est pas notre souci. Et donc il y a eu pas mal de retours négatifs du grand public. Ils ont fait finalement marche arrière et ils ont indemnisé la personne. En 2014, il y a une personne qui loue un Airbnb pendant un mois en Californie, sauf que cette personne veut plus partir, parce qu'en Californie, il y a une loi qui dit que si tu loues pendant un mois un logement, tu deviens locataire automatique et que tu as un bail qui va se renouveler automatiquement tous les mois. Donc le propriétaire, il a dû prendre un avocat et aller au tribunal pour faire expulser la personne de son logement. Et bien évidemment, tous les scandales liés à la crise du logement. Dans plusieurs métropoles du monde, Airbnb est accusé d'être responsable d'une pénurie de logements, puisque les locations saisonnières sur Airbnb sont plus rentables que les locations longue durée. Airbnb, finalement, si on devait le résumer en 3 points, premièrement, c'est la plus grosse chaîne hôtelière du monde sans posséder aucun hôtel ni aucune chambre. C'est aucun personnel pour gérer des logements, puisque c'est le propriétaire qui va tout faire. Et c'est un business model simple, on prend un pourcentage sur chaque réservation passée sur le site pour faire de l'argent. Donc conclusion, croyez en vos rêves, qui sait, vous pourriez peut-être devenir le prochain Airbnb. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir en likant ou en vous abonnant pour soutenir cette chaîne. J'essaierai de poster des vidéos assez régulièrement. Vous retrouverez toutes mes sources en description et moi je vous souhaite une super journée ou une super soirée. Allez, ciao l'équipe.